on voulait avant tout vous remercier de participer à ce webinaire. Webinaire donc consacré aux solutions de systèmes de chauffage alternatifs lorsque l'on décide d'abandonner son système de chauffage fonctionnant majoritairement aux énergies fossiles, comme le fioul ou le gaz. On va débuter ce webinaire en faisant une rapide présentation de la réglementation, notamment sur les énergies carbonées, qui s'est quelque peu durcie ces derniers temps et qui incite les particuliers à se tourner vers des systèmes de chauffage plus respectueux de l'environnement et moins génératrices de gaz à effet de serre. Dans un second temps, nous vous présenterons les solutions techniques et les alternatives au système de chauffage carboné. Et enfin, pour finir, nous vous ferons un tour d'horizon sur les aides financières réactualisées pour l'année 2025. Et enfin, on s'accordera un temps d'échange avec les différents participants. Voilà, si vous avez bien entendu des questions. Donc, on va tout de suite commencer pour vous présenter le réseau France Rénov sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Pour rappel, et comme nous le mentionnons dans chaque webinaire, l'ALEC de la métropole marseillaise et la Maison Énergie Habitat Climat du Pays d'Aix, qui sont des membres actifs du réseau France Rénov, eh bien, ces deux structures portent une mission de service public auprès des particuliers qui souhaitent engager des travaux de rénovation énergétique, qu'ils soient en logement individuel ou en logement collectif. Nous informons, conseillons et accompagnons gratuitement et en toute neutralité, bien entendu, les porteurs de projets sur tout le territoire métropolitain Aix-Marseille-Provence. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, nous sommes donc deux structures, la Maison Énergie Habitat Climat, qui couvre la partie nord du territoire métropolitain, allant du Pays d'Aix jusqu'au Pays Salonnais, ainsi que l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui couvre la partie sud du territoire métropolitain, allant d'une ligne est-ouest, allant de Istres à La Ciotat. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler que vous avez la possibilité, comme indiqué dans l'écran, il y a un accueil téléphonique qui existe, Allo Rénov Énergie, le 04 88 60 21 06. Vous avez la possibilité d'être mis en relation avec un conseiller, voilà, donc sur tout le territoire métropolitain. Vous avez également la possibilité, hop, voilà. Alors, vous avez également la possibilité de créer votre propre compte sur notre nouvel outil numérique, l'Outre. Alors, ce service vous permet d'accéder à de multiples fonctionnalités, comme solliciter nos professionnels RGE référencés pour l'établissement de devis, par exemple, via un annuaire en ligne. Vous avez la possibilité également de partager et compiler l'ensemble de vos documents sur cet outil, euh, s'agissant de plans, de photos, d'audits énergétiques, de devis, de factures. Vous avez à votre disposition également des fiches conseils en fonction du type de votre logement, mais la possibilité également de solliciter directement un conseiller via votre espace personnel. Donc, sachez également que on met à disposition, bien entendu, des tutoriels afin de vous guider pas à pas dans la prise en main et la compréhension de notre outil. Donc voilà,
n'hésitez pas. Alors, le fait de créer votre propre espace crée une alerte auprès des conseillers qui sont censés vous rappeler dans les 72 heures si effectivement vous avez un projet de rénovation énergétique. Ok. Alors, on va continuer. Donc, on va commencer par l'aspect réglementaire. Comme vous le sachez peut-être, la loi Résilience et Climat du 22 août 2021 fixe clairement un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce cadre, cela passe forcément par une amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, qu'ils soient à usage de logement ou à usage tertiaire, euh, notamment en combinant des gestes d'isolation, mais également la possibilité de décarboner le parc immobilier en recourant au maximum aux énergies renouvelables. Donc voilà, tout cela s'inscrit en premier lieu par la loi Résilience et Climat de 2021. Pour votre information également, il y a eu depuis le 1er janvier 2025 une modification de la fiscalité, c'est-à-dire qu'on est passé d'un taux de TVA de 5,5 à 10% pour l'installation de chaudières gaz très haute performance énergétique. Donc voilà, il y a eu effectivement un relèvement du taux de TVA pour ce type d'installation. Enfin, le contexte géopolitique, notamment la guerre en Ukraine, qui a forcément entraîné une hausse de l'ensemble des énergies, que ce soit les énergies fossiles, les énergies électriques. Donc voilà le contexte réglementaire qui fait qu'en fait, on va progressivement, voilà, le gouvernement va, au fil du temps, pousser les particuliers à passer sur des systèmes plus vertueux, des systèmes de chauffage plus respectueux de l'environnement. Alors, on tenait également à vous dire que, bien entendu, c'est bien de remplacer son système de chauffage par un système de chauffage plus performant, mais il faut savoir que il y a forcément des priorités et les priorités, c'est les gestes d'isolation. Donc, bien entendu, il serait contre-productif de remplacer une chaudière gaz par une pompe à chaleur RO si vous êtes dans un logement ayant un statut de passoire thermique. Donc, la priorité, bien entendu, comme on le rappelle et comme on le conseille, c'est bien entendu de prioriser les gestes d'isolation ou d'embarquer, bien entendu, faire plusieurs actions de travaux, un projet de rénovation globale, en isolant votre logement et en remplaçant votre système de chauffage. Très bien. Donc, là, je vais donner donc la parole à mon homologue du Pays d'Aix, Olivier, qui va vous faire une présentation des solutions de chauffage alternatives au système de chauffage utilisant les énergies fossiles. Oui, merci Jérôme. Euh, donc du coup, je vois qu'il y a eu déjà une question dans le chat auquel j'ai pas forcément la réponse, mais du coup, je rechercherai la réponse et je vous transmettrai l'information. Ça peut servir à tout le monde, même si elle est un peu spécifique, mais elle est quand même intéressante. Euh, alors, au niveau du système de chauffage, déjà, comment on peut les définir et les classer? On va dire qu'il y a une grosse catégorie qui va vraiment nous intéresser ce soir, c'est ce qu'on appelle les systèmes de chauffage central.
puisqu'en général, si vous avez une chaudière fuel ou une chaudière gaz, elle alimente après un réseau de radiateurs ou un réseau éventuellement de plancher chauffant. Et donc, voilà, c'est des systèmes de chauffage central où on a une génération de chauffage d'un côté, et puis après, une distribution et une émission de chaleur avec d'autres équipements, notamment des radiateurs. À opposer à ce système de chauffage central, on a des systèmes de chauffage d'appoint aussi, où ça peut être par exemple effectivement des poêles, des radiateurs électriques, euh, ce genre de choses, où en fait on a la production et l'émission de chaleur qui se fait au même endroit. Souvent, c'est des systèmes de chauffage d'appoint, euh, mais ça peut être aussi dans certains cas, voilà, plusieurs systèmes de chauffage ponctuels, comme par exemple beaucoup de radiateurs électriques, voilà, un peu dans toutes les pièces, où on reste sur des systèmes de chauffage ponctuels, mais sans distribution de chauffage central. En système un peu hybride entre les deux, on va avoir tout ce qui est gainable, donc on va dire pompe à chaleur, RR, qui va souffler dans les différentes pièces, où là, il y a un réseau, donc on est plutôt sur du système de chauffage central, mais c'est une diffusion d'air plutôt que d'eau hydraulique. Après, il y a bien sûr les systèmes de chauffage collectif, où là, c'est souvent lorsqu'on est en copropriété, où on a voilà, une production centralisée qui alimente les différents appartements ou les locaux tertiaires. Donc là, c'est encore un peu différent. Et puis, on a aussi les réseaux de chaleur, avec, voilà, pareil, souvent les copropriétés, qui sont alimentés par des réseaux de chaleur. Donc, c'est une production vraiment centralisée et après une distribution dans la ville, via des réseaux souvent hydrauliques. Euh, donc ça, c'était pour un peu catégoriser. Après, si on regarde un peu plus dans le détail, on peut distinguer déjà les systèmes de chauffage, on va dire électriques, j'ai indiqué par effet Joule, parce qu'au niveau électrique, il y a plusieurs systèmes de chauffage, mais voilà, le système de chauffage, quand je dis effet Joule, c'est que en fait, c'est une résistance électrique dans laquelle on va envoyer un courant électrique et qui va produire du chauffage. Ce système-là, il va rarement remplacer des systèmes de chauffage gaz, de chaudière gaz ou fuel, à part si on installe une chaudière électrique, mais bon, c'est quelque chose qui va consommer énormément, donc c'est pas vraiment quelque chose qui est recommandé. Mais voilà, cette solution-là de chauffage effet Joule, le problème principal, c'est qu'elle va consommer beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, et l'électricité avec le coût actuel qui ne cesse d'augmenter, c'est pas vraiment une solution que l'on va recommander pour remplacer un système de chauffage. C'est plutôt en appoint, voilà, dans les pièces vraiment trop éloignées ou dans certains cas particuliers, mais dans le cas général, ça va pas être une solution optimale. Si on passe par contre du coup aux énergies un peu plus intéressantes, euh, donc il va y avoir, on va dire, quatre catégories au niveau du chauffage central, puisque comme on l'a vu, c'est plutôt le chauffage central qui nous intéresse au vu de la thématique. On va être soit sur des chaudières, donc là, par exemple, sur des chaudières bois, par exemple, qui ont l'avantage d'avoir une alimentation en énergie renouvelable. Euh, Soit on va être sur des pompes à chaleur, donc on voit aérothermique ou géothermique. Donc l'avantage, on détaillera après un peu plus, on rentrera dans le détail un peu plus après, mais qui vont avoir l'avantage aussi d'avoir une alimentation, on va dire, au moins en partie renouvelable. Euh, il y a aussi les systèmes solaires où là, on va utiliser des panneaux solaires pour produire de l'eau chaude qui va alimenter des radiateurs ou des planches chauffantes. Et puis les réseaux de chauffage urbain, bon là, c'est un peu plus particulier parce qu'il faut être dans des bâtiments qui sont raccordés à ce réseau de chaleur. Mais voilà, en général, c'est ces options-là qui sont les plus utilisées et les plus euh, vers lesquelles on oriente le plus souvent les particuliers. Et nous, voilà, on insiste un peu sur le fait que dans l'idéal, il vaut mieux aller vers des systèmes utilisant une énergie renouvelable. Voilà, remplacer une chaudière fuel par une chaudière gaz ou par une chaudière électrique, c'est pas vraiment une solution d'avenir. Et voilà, quitte à changer, autant mettre une solution, on va dire, qui est intéressante de ce point de vue-là. Si on rentre dans le détail, donc là, par exemple, au niveau du solaire, et ben, ça peut être voilà, des panneaux solaires thermiques qui vont produire de l'eau chaude euh, et qui. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, l'iPad de Carlo, s'il vous plaît? Parce
Merci, parfait. Donc, au niveau du solaire thermique, donc ça va produire de l'eau chaude. Donc le principe, c'est quoi? C'est des panneaux dans lesquels circule un fluide qui va s'échauffer avec le rayonnement solaire. On va récupérer cette chaleur et on va la distribuer dans un plan chauffant notamment. L'avantage principal, c'est que ben, on utilise une énergie 100% renouvelable, donc l'énergie solaire, locale, non polluante. Donc ça, c'est très intéressant. Après, souvent, il faut un appoint pour ce système-là parce que bah, forcément, l'inconvénient, c'est qu'on a besoin de se chauffer plutôt en hiver et en hiver, c'est pas forcément là qu'il y a le plus de rayonnement solaire. Mais ça permet, voilà, d'avoir un système assez intéressant pour produire une bonne partie enfin en tout cas une partie du chauffage et une bonne partie de l'eau chaude. Et en général, pour vous donner un ordre de grandeur, il faut à peu près 1 mètre carré de capteur solaire pour 10 mètres carrés à chauffer. Ce ratio dépendant bien sûr du niveau d'isolation du logement et dépendant aussi de l'orientation, de l'inclinaison des capteurs. Mais voilà, c'est un bon ordre de grandeur pour se rendre compte un peu qu'il faut quand même une certaine surface selon selon le volume à chauffer. La deuxième solution, ça va être tout ce qui est biomasse, donc utilisation de bois notamment. La solution la plus simple, ou en tout cas celle vers laquelle les gens sont le plus orientés, c'est souvent les chaudières à granulés, puisque en fait c'est une solution qui se rapproche pas mal de la chaudière fuel. Parce que bah, pareil, on a un stockage du combustible, on a un réseau, enfin en tout cas le combustible il est stocké et après il va alimenter la chaudière automatiquement. Pour les livraisons, c'est un peu les mêmes contraintes de distance et d'accès pour ben, voilà, recharger la cuve à fuel ou recharger la cuve à granulés, le silo granulé. Euh, donc, c'est un peu les mêmes caractéristiques. La grosse différence, c'est que bah, on va chauffer, au lieu de chauffer du fuel, on va chauffer du granulé. Et bah, donc, c'est plus économique, meilleur au niveau environnemental. Et donc, voilà, c'est ces avantages-là qui permettent d'améliorer son logement. Et puis aussi au niveau de l'étiquette énergie, on améliore aussi cette étiquette énergie via la partie consommation et la partie gaz à effet de serre. Les deux conditions essentielles, bah, c'est voilà, disposer d'un conduit de fumée, puisque bah, effectivement il y a une combustion, euh, donc il faut qu'il y ait une évacuation des fumées. Et puis effectivement les granulés, il faut pouvoir les stocker. Donc voilà un espace suffisant pour stocker les granulés, en sachant qu'on peut stocker en silo. Les silos ils peuvent être de différentes tailles. On peut tout à fait adapter un silo, en mettre une taille un peu plus faible si on n'a pas forcément la place, mais forcément il faudra se faire livrer plus régulièrement pour éviter de tomber en panne de combustible. Et donc la troisième option que l'on voit aussi très régulièrement, c'est les systèmes qu'on va appeler les systèmes thermodynamiques. On parle surtout des pompes à chaleur, donc soit RR, mais en remplacement des chaudières fuel ou gaz, c'est plutôt des pompes à chaleur RO. Alors pour ceux qui sont pas forcément familiers avec ces termes-là, le premier terme, donc là en l'occurrence R, c'est d'où on capte les calories. Donc voilà, le pompe à chaleur RO ou RR, on a un espèce de gros ventilateur à l'extérieur qui va capter l'air extérieur, les calories de l'air extérieur. Et puis le deuxième terme, eau, en l'occurrence pour les pompes à chaleur RO, c'est comment on va distribuer cette chaleur produite. Et donc si c'est eau, ben, c'est qu'on va chauffer de l'eau qui va alimenter notamment des radiateurs. Donc les pompes à chaleur RO, effectivement, c'est une solution qu'on retrouve très régulièrement pour remplacer les chaudières fuel. L'avantage, c'est que bah, on peut souvent conserver le réseau de radiateurs existant, au même titre qu'avec une chaudière granulée et enfin, au même titre qu'avec une chaudière granulée. L'avantage aussi, c'est qu'on améliore fortement l'étiquette énergie du logement et on fait aussi euh, des économies financières assez intéressantes. On parle, vous avez peut-être vu, juste pour finir sur la pompe à chaleur, on voit les pompes à chaleur haute température, basse température, etc. Ça dépend notamment du besoin de chauffage que vous avez, du réseau de distribution installé. Voilà, en fait, on va avoir besoin d'une certaine température pour maintenir une température ambiante constante à 19, 20, 21 degrés. Et donc, pour cela, il y a différents modèles de pompes à chaleur, différentes gammes qui sont présentes sur le marché. Euh,
Donc ça, c'est bon. Justement, des exemples concrets de remplacement de système. Donc là, le premier exemple, donc ça nous a été fourni par une entreprise avec laquelle on a fait un webinaire il y a quelques années, donc qui est sourcé en bas. Donc la première, c'était une chaudière fuel avec sa cuve qui était installée dans un garage. Vous voyez, qui prenait quand même pas mal de place. Et donc le remplacement, ça a été remplacé par une pompe à chaleur RO. Vous voyez, donc avec voilà, un gain en termes de place, et puis forcément, comme je disais, des économies financières et une amélioration de l'étiquette énergie du logement. La deuxième, là, du coup, c'était une chaudière gaz, une chaudière murale gaz, qui, pareil, a été remplacée par une pompe à chaleur RO. Donc on voit le groupe extérieur à droite et le module intérieur à gauche. En haut, ce qu'on voit, c'est un ballon tampon. Ça permet, dans certains cas, d'améliorer les performances de la pompe à chaleur et la longévité. Donc pareil, là, c'est aussi assez avantageux au niveau de l'étiquette énergie et des économies financières. Et la troisième solution, on était pareil sur une chaudière fuel assez vieille. Et on l'a remplacé là, pour le coup, plutôt par un système, on va dire hybride, enfin, un système de solaire thermique. Donc on voit sur la partie d'après les panneaux solaires installés en toiture. Et c'est couplé avec aussi une pompe à chaleur. Donc c'est, on va dire, les panneaux solaires qui produisent ce que le soleil nous donne, on va dire. Et puis après, si on a besoin de plus, bah, c'est une pompe à chaleur qui est intégrée dans le ballon, qui est intégrée dans le système, pardon, qui va produire l'appoint nécessaire. Euh, donc voilà différents exemples de ce qui peut être fait et ce qui est fait dans la région, puisque là c'est une entreprise locale qui nous a transmis ces éléments sur des maisons dans le département. Voilà. Donc, merci pour cette présentation, Olivier. Donc, bien entendu, ce webinaire serait incomplet sans vous présenter, bien entendu, les aides financières réactualisées pour 2025. Donc, on voulait d'abord vous présenter ce qu'on appelle la prime coup de pouce chauffage. Donc, c'est délivré proposé par les fournisseurs d'énergie. Et bon, cette prime, elle est un peu particulière puisque elle fonctionne uniquement dans le cadre d'un remplacement d'un système de chauffage utilisant les énergies fossiles vers le choix d'un système de chauffage utilisant les énergies renouvelables. Donc, si vous avez effectivement une chaudière fuel, si vous la remplacez par une pompe à chaleur RO, vous aurez cette prime qui est relativement conséquente, puisque là, on le voit, si je suis un ménage modeste, je peux escompter une prime minimale de 4 000 euros dans le cadre du remplacement de ma chaudière fuel. Donc voilà, bien retenir que cette prime fonctionne uniquement dans le cadre d'un remplacement d'un système de chauffage utilisant les énergies fossiles, mais ne peut pas être mobilisée uniquement si j'installe une installation d'une pompe à chaleur, enfin remplacement d'une pompe à chaleur à l'identique. Ça ne fonctionnera pas. Il faut forcément passer par remplacer une chaudière charbon, fuel ou gaz. Soit le charbon, c'est pas très court. Ensuite, deuxième dispositif phare, c'est bien entendu MaPrimeRénov'. Alors, je tenais à vous faire distinguer deux systèmes, enfin deux dispositifs. MaPrimeRénov', parcours accompagné. Alors, le parcours accompagné, ça nécessite au moins 2 sauts de classe sur l'échelle du DPE, 2 gestes d'isolation, et ça rentre plus dans le cadre
d'une rénovation d'ampleur, une rénovation globale. Là, on a préféré parler de MaPrimeRénov' forfaitaire, c'est-à-dire pour des actions monogestes. Voilà, ça tombe bien, on veut juste remplacer son système de chauffage sans effectuer d'autres actions de travaux. On va mobiliser MaPrimeRénov' geste par geste. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez sur votre droite les barèmes, les forfaits en fonction de votre catégorie et en fonction de vos ressources surtout. Et donc, elle est accessible principalement aux ménages aux revenus modestes et très modestes et aux ménages aux revenus intermédiaires. Sachant que pour le geste par geste, les ménages aux revenus supérieurs ne sont plus éligibles. Vous avez également des conditions spécifiques pour bénéficier de la subvention, notamment un logement de plus de 15 ans. Alors, exception faite des logements équipés de chaudière fuel, où là, on prend MaPrimeRénov' accepte les logements de plus de 2 ans. Donc, c'est juste pour le fuel. Hein. Vous, Cette aide est accessible aux propriétaires occupants ou bailleurs. Vous avez ouais, Et les plafonds, ils sont indiqués, alors ils sont peut-être pas trop visibles selon sur quel support vous regardez. Mais les plafonds, ils sont en bas à gauche. Donc en gros, pour une personne, c'est 30 800 euros. Le seuil pour être en ménage supérieur. Pour deux personnes, c'est 45 000. Pour trois personnes, 54 500. Voilà. De toute façon, vous pouvez retrouver ces éléments-là assez facilement, mais voilà, vous avez ces éléments en bas à gauche. bien entendu, n'hésitez pas de nous consulter si effectivement vous souhaitez avoir euh, être conseillé sur les différents dispositifs auxquels vous pourriez être éligible. Donc voilà. Donc là, de toute façon, les aides évoluant assez régulièrement. Nous, tout ce qu'on vous conseille, c'est bien entendu de prendre contact avec l'une de nos structures, hein, en fonction de votre lieu géographique, afin qu'on puisse vous détailler toutes les aides éligibles selon votre situation. Donc, on a vu les primes coup de pouce proposées par les fournisseurs d'énergie, MaPrimeRénov' forfaitaire, geste par geste. On va maintenant vous parler de l'aide du département, qui est également qui peut être obtenue sous condition de ressources. Alors là, actuellement, les ressources, il ne faut pas avoir ce qu'on appelle un revenu fiscal de référence au-delà de 30 000 euros pour une personne seule. Et le plafond de ressources est fixé à 55 000 euros pour deux personnes et plus. Alors, l'aide, elle est exclusivement euh, ouverte aux propriétaires occupants pour des résidences, des logements, alors que ce soit en appartement ou en maison individuelle, hein, pour donc des résidences principales construites avant le 1er janvier 2000. Euh, Sachez également, et c'est pas repris dans la diapositive, vous pouvez, dans le cadre du démantèlement de la cuve à fioul et de la cuve et de la chaudière fioul, vous pouvez bénéficier, ah oui, c'est repris, excusez-moi, prime forfaitaire, possibilité d'obtenir une prime de 1 000 euros pour le remplacement de la chaudière fioul. Alors, sachez que pour l'équipement, la pose du nouvel équipement, vous obtiendrez 25% du coût des travaux, dans la limite de 4 000 euros. À cela, si vous avez une chaudière fuel, vous pourrez cumuler cette prime exceptionnelle de 1 000 euros en plus. Donc, c'est pas une petite aide, l'aide du département. Donc, cela ajouté, alors bien entendu, les trois dispositifs qu'on a vus, MaPrimeRénov', les primes coup de pouce et l'aide du département,
sont cumulables. Après, bien entendu, il y a des règles d'écrêtement qui viennent, qui, voilà, qui sont établies par l'ANA, mais en tout état de cause, ça peut, notamment pour les ménages aux revenus très modestes, eh bien, financer au moins 80% du coût de l'installation. Donc, ce n'est pas négligeable. Alors, on va parler d'une aide un peu en marge, mais bon, qui est proposée aussi par le département, c'est la prime Airbois, notamment lorsque vous avez un projet de fermeture d'un foyer ouvert, puisque l'aide fonctionne comme ceci, hein. Il faut avoir donc un ancien système, un ancien chauffage au bois, type un insert qui serait antérieur à 2002, ou si vous comptez fermer votre cheminée et installer un insert, donc après, il y a bien entendu des critères de performance à respecter, notamment des équipements bois labellisés flamme verte, 7 étoiles. Mais bon, sachez qu'il y a possibilité de bénéficier de 50% du coût de l'équipement. Et bien entendu, il y a un plafond qui est fixé à 1000 euros. Possibilité d'obtenir également un bonus de 500 euros pour la pose d'un filtre à particules. Pas de conditions de ressources, bien entendu, pour cette prime. Voilà, on va enchaîner donc, comme vous devez peut-être le savoir, et j'en avais parlé en tout début de webinaire, les chaudières gaz. L'installation de chaudières gaz, maintenant, bah, c'est passé à 10%, mais bien entendu, pour tous les autres actions de travaux, que ce soit l'isolation, que ce soit les systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables, on applique un taux de TVA à 5,5. Et enfin, une solution de financement via les éco-prêts à taux zéro. Donc là, voilà, comme son nom l'indique, les taux d'intérêt sont nuls, bien entendu. Elle s'adresse aux personnes physiques, propriétaires, occupants ou bailleurs, y compris en copropriété. Et là, comme on le voit, pour une action seule, donc remplacement de votre système de chauffage, le montant peut aller jusqu'à 15 000 euros. Voilà. Je crois qu'on a fait le. Voilà. Là, volontairement, on voulait faire une présentation assez succincte. Bien entendu, maintenant, si vous avez des questions, et je crois qu'il y en a quelques-unes. Ouais, il y a déjà pas mal enfin, quelques questions. On va les prendre dans l'ordre avec lesquels elles nous sont arrivées. Alors, ça, on a répondu. Celle-là, donc, c'est est-ce qu'une pompe à chaleur chauffe moins l'eau si on remplace une chaudière gaz par une PAC? Faut-il des radiateurs plus grands? Je te laisse y répondre ou... Oui. Alors, la règle. Alors, on va prendre par exemple le cas où vous avez une chaudière fuel. Bien entendu, alors on a des systèmes où on a une chaudière fuel avec, par exemple, des émetteurs, des radiateurs en fonte. Et donc là, par moment, va se poser la question de savoir par quoi on peut remplacer cette chaudière fuel. Eh bien, il y a effectivement des solutions où on peut installer une chaudière, une pompe à chaleur haute température. Néanmoins, les hautes températures euh, ont un rendement moins élevé, un coefficient de performance moins élevé que les pompes à chaleur basse température. Les chaudières basse température sont plus prévues pour pour des planchers chauffants, par exemple, ou des radiateurs acier ou alu.
Donc automatiquement, il y a un choix à faire. Soit vous orientez, si vous voulez garder pour de l'esthétisme, hein, garder vos anciens radiateurs en fonte, il vous faudra opter au moins pour une pompe à chaleur moyenne ou haute température. Si vous souhaitez remplacer vos radiateurs euh, ou poser un plancher chauffant, on peut se contenter effectivement d'une pompe à chaleur basse température. Et bien entendu, la règle, c'est d'être correctement isolé, hein, puisque voilà, la basse température, c'est des températures d'eau de départ de l'ordre de 35 degrés. Donc, bien entendu, il faut avoir un logement correctement isolé. Mm. Une autre manière, effectivement, de répondre à la question, c'est qu'effectivement, si on remplace une chaudière gaz par une pompe à chaleur qui va produire la même température d'eau que l'ancienne chaudière gaz, et ben du coup vous allez avoir la même chaleur qui va être produite, puisque du coup la quantité de chaleur qui est diffusée dans le logement dépend de la température d'eau chaude qui circule dans les radiateurs. Par contre, effectivement, si on a une pompe à chaleur qui va produire de l'eau chaude plus froide, entre guillemets, ou moins chaude, là, dans ce cas-là, pour avoir le même confort, il faudra des radiateurs plus grands ou rajouter des radiateurs, voilà, puisque effectivement, la quantité de chaleur produite dépend de la taille des radiateurs et de la température de l'eau. Voilà, on a également une question sur une chaudière mixte, PAC plus gaz. Donc, si je comprends bien, ce qu'on appelle une PAC hybride. Et donc là, le taux de TVA sera à 5,5, hein. Ok, Alors, j'avais pas la réponse, mais très bien, si tu l'as. ouais, voilà, ça sera bien du 5,5. Par contre, pour être éligible aux aides financières, ma prime rénov, notamment, la pompe à chaleur, la partie pompe à chaleur, le circuit frigorifique thermodynamique devra assurer au moins 70% des besoins. Donc ça, c'est la règle des besoins de chauffage. Donc voilà, donc il y a forcément des obligations, mais sachez que les pompes à chaleur hybrides euh, au gaz sont soumis à un taux de TVA, assujettis à un taux de TVA de 5,5. Ok, question suivante, on avait, bonjour, que conseillez-vous pour remplacer une chaudière à gaz en fin de vie dans un T3 de 80 mètres carrés, immeuble des années 70 pas isolé? La chaudière actuelle est raccordée à des radiateurs et elle produit l'eau chaude sanitaire. Il y a une possibilité de mettre en place une PAC RR, mais il n'y a pas d'aide financière. Mmh. Pourquoi? Il y a déjà une clim dans l'appartement, ménage aux revenus modestes ou très modestes. Je te laisse la prendre et moi je prendrai peut-être les suivantes parce que du coup sur la Oui, partie bien pompe à entendu. chaleur. Donc là, si j'ai bien compris, il s'agit de trouver une solution pour remplacer une chaudière gaz dans un appartement type T3. C'est ça, Le- dans un quelle, immeuble quelle pas solution en isolé. fait? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais, Si c'est vous voulez, je ça. peux Ouais. donner des Oui, compléments. oui. Alors, Ouais. alors Attends, juste, effectivement, il va peut-être, juste, ouais, si vous voulez donner quelques compléments, Non, c'est Olivier. plus si vous avez des questions un peu, je peux Ok. compléter. Voilà, ouais. c'est Alors, un pour vieil répondre à votre immeuble. question là, pour le remplacement d'une chaudière gaz en appartement, donc pour un T3, bon, et il faut savoir que forcément les solutions sont plus limitées qu'en maison individuelle. Oui, plus de contraintes. Automatiquement, voilà, on va pas pouvoir mettre une chaudière biomasse avec un silo, vous vous en doutez bien. Donc Mm. automatiquement, dans le cadre de renouvellement de système de chauffage en appartement, voilà, les solutions qu'on rencontre effectivement, c'est des pompes à chaleur de type RR ou des radiateurs électriques également qui peuvent être mis en place. Ou sinon, on repart on remplace à l'identique un système de chaudière gaz, haute Mm. performance énergétique. Néanmoins, bon, bien entendu, à part le taux de TVA à 10%, il n'y aura plus aucune aide pour les chaudières gaz.
Mm. Ok. Et pour répondre sur la partie pourquoi les packs RR sont pas Ouais. éligibles, effectivement, il y a très peu d'aides financières, il y a quelques centaines d'euros de certificats d'économie d'énergie. Euh, il y a pas mal de raisons, mais des raisons, c'est que ça engendre souvent aussi des consommations qu'on n'avait pas. Enfin, alors vous, dans votre cas, c'est pas bon, mais des consommations qu'on n'avait pas forcément avant en été, forcément, puisque on va souvent climatiser. Bon, vous, il y a déjà un système, donc vous climatisez déjà. Mais il y a ça, puis après aussi, c'est en termes de confort et de ressenti, ils privilégient souvent les systèmes de pompe à chaleur RO Hmm. qui ont un confort meilleur. Mais oui, c'est une question Mais ça fait longtemps que les pompes à chaleur RR, elles sont plus forcément éligibles, et donc c'est une question qui revient assez souvent, mais il n'y a pas de modification avec les différentes lois de finances. J'ai vu que vous avez posé une autre question après, mais on va prendre des questions dans l'ordre et je répondrai à la question d'après. Donc, après, il y a quand même des chaudières. Il y a déjà un artisan qui est passé là pour faire un devis. Mm. Des chaudières à gaz, un autre type de chaudière à condensation où il faut une sortie extérieure. Où là, potentiellement, il y a des aides, non? Il y a différents modèles aussi qui sont un peu plus vertueuses, non? Quand même, j'ai l'impression des chaudières à gaz à condensation. Ou... Oui, à condensation, bien entendu, mais comme je vous dis que concernant les chaudières Banox ou les chaudières à condensation très haute performance énergétique, clairement, il y a plus d'aide financière. Ok, zéro. Mm. Ok. Voilà, Bah, c'est hormis effectivement un taux ça. de TVA qui initialement était à 5,5 et qui Hmm. est passé à 10%. Et Donc, ils poussent encore, pas, voilà, ok, ils poussent pas les voilà, particuliers à s'orienter euh, là-dessus. Non, non, Même et, ouais, si c'est clairement. la dernière solution liée à toutes les contraintes qu'il y a derrière. Enfin, Ouais, on c'est est les ça. premiers à prêcher pour mettre des choses plus vertueuses, mais là, il y a tellement de contraintes que c'est pas possible, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai que dans certains cas, c'est pas toujours adapté, mais malheureusement, sur les pompes à chaleur, sur les chaudières à condensation ou à très performance énergétique, ils ont coupé, coupé les aides financières. hmm. Donc l'organisme dans le Var, on l'a vu. Alors, maison avec mitoyenneté, la pompe à chaleur RO est bien, mais le module extérieur pose a priori des soucis pour le voisinage, entre parenthèses bruit. Existe-t-il une réglementation pour l'emplacement et le niveau de bruit? Jérôme, si tu as des retours sur ça. oui, alors, voilà, on a communément, on pense une pompe à chaleur qui respecte un niveau de décibels de l'ordre de 35 dB, enfin qui va pas au-delà de 35 décibels. Bon, ma foi, il n'y a pas de risque de perturber son voisinage. Après, il n'y a pas de réglementation précise à ce sujet. Néanmoins, nous, tout ce qu'on vous conseille, c'est de voir avec l'installateur, hein, et lui, il est à même de vous conseiller sur le meilleur emplacement possible pour ne pas importuner votre voisinage. Et c'est particulièrement le cas pour les groupes extérieurs qui, eux, peuvent générer. Alors, il y a un ventilateur extérieur, bien entendu, et, et ça peut nuire à votre voisinage. Néanmoins, il y a des systèmes de pompe à chaleur, de groupes extérieurs de pompe à chaleur qui sont munis de nouvelles pales de ventilateurs qui sont plus performants et qui peuvent abaisser le seuil à 25 dB, à 25 décibels. Donc en gros, comme je vous dis, il n'y a pas de réglementation précise sur un niveau de décibels à respecter pour les groupes extérieurs. Ok. Alors, il y avait une question aussi sur est-ce qu'on accompagne les copropriétés pour les travaux d'isolation? Si oui, est-ce gratuit? Un audit énergétique est peut-être payant. Alors oui, tout à fait, que ce soit à l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc, ou nous à la Maison Énergie Habitat Climat, on a des conseillers dédiés à l'accompagnement des copropriétés.
donc qui peuvent accompagner soit le conseil syndical, soit le syndic, soit des membres voilà, de la copropriété pour étudier des possibilités de travaux, faire un cahier des charges pour consulter des entreprises, aider au plan pluriannuel de travaux. Et donc tout ça, oui, c'est gratuit. Après, donc on fait pas d'audit énergétique. Mais on aide à la définition du projet, aux démarches, et à la réflexion. Donc ça, tout à fait, vous pouvez, selon votre territoire, contacter l'une ou l'autre des structures et on pourra vous accompagner, enfin vous, la propriété, le syndic, le conseil syndical, à réfléchir à ces questions-là pour le compte de la copropriété. Avant de faire des devis, j'aurais aimé l'avis professionnel d'un ingénieur énergéticien avec un bilan énergétique et des conseils. Est-ce possible en s'adressant à votre organisme ou doit-on le trouver seul de notre côté? Euh, alors, bah, un peu des deux en fait. Nous, on a la possibilité, dans certains cas, de faire une évaluation énergétique simplifiée, donc de se déplacer, de faire un état des lieux chez vous pour voilà, vous aider à faire un choix le plus pertinent et en tout cas vous donner plusieurs options et faire des évaluations énergétiques simplifiées, des scénarios. Pour chaque scénario, on évalue voilà, un coût estimatif, on évalue un impact sur l'étiquette énergie, on évalue les aides financières mobilisables et ça vous permet déjà d'y voir beaucoup plus clair et d'avoir les chemins possibles et les différentes options plus ou moins ambitieuses. Après, comme je disais juste au-dessus, c'est pas un audit énergétique. Vous pourrez pas, avec notre évaluation énergétique, justifier des gains énergétiques et donc ça vous permettra. Si vous voulez vraiment vous lancer dans un projet de rénovation globale, après il faudra de toute façon faire un audit énergétique. Mais voilà, nous contacter, ça permet déjà d'y voir beaucoup plus clair et d'avoir toutes les informations possibles sur les différentes options qui s'offrent à vous. Euh, pour trouver après enfin, une personne qui fait l'audit, il existe depuis le 1er janvier 2024 ce qu'on appelle les accompagnateurs Rénov. Donc, qui sont soit des bureaux d'études, soit des architectes qui ont la certification Mon accompagnateur Rénov et qui ont pour mission justement de faire des audits énergétiques et d'accompagner les gens dans les projets de rénovation globale, donc qui touchent notamment à l'isolation et qui permet de faire un saut d'au moins 2 classes énergétiques. Et donc ça, vous avez un annuaire en ligne ou en allant sur l'outil que l'on vous a présenté tout à l'heure sur l'outre, vous pouvez trouver les accompagnateurs Rénov autour de chez vous qui pourront vous accompagner. Par contre, ça, c'est une prestation qui est payante, euh, mais qui voilà, permet après de valider la rénovation globale et donc d'ouvrir droit aux différentes aides financières potentielles. Voilà, Quel on est... a également Vas-y, une ouais. question. Quel est l'ordre de grandeur le prix moyen d'une pompe à chaleur Aéro pour une maison de 160 mètres carrés? Donc, euh, bon, les prix qu'on a pu relever, alors, euh, voilà, les prix moyens, si vous êtes correctement isolé, on peut obtenir des devis compris entre 12 000 à 15 000 euros pour une pompe à chaleur, RO. Donc c'est un peu, voilà. Après, bien entendu, la fourchette de prix comprise entre 12 000 et 15 000, c'est en fonction de la marque de la pompe à chaleur, de la puissance requise. Voilà, s'il y a plus de puissance, bien entendu, ça va sensiblement augmenter le prix du devis. Euh, et puis voilà, donc voilà, Et tout ce qu'on des peut réseaux vous aussi, et donner. de la distance, et des réseaux aussi à tirer, enfin Oui, oui, bien un entendu. petit peu. Mais voilà, juste le générateur de chaleur, la pompe à chaleur RO pour voilà, c'est de l'ordre de grandeur de 12 000 à 15 000 euros. Donc si on est un ménage aux revenus très modestes, donc on peut 4 000 euros de prime coup de pouce, 4 000 euros de ma prime rénov, plus éventuellement l'aide du département. Voilà, on peut quasiment financer, quasiment, il y aura peut-être un petit reste à charge, mais on peut facilement financer la quasi-totalité du coût de l'installation. En tout cas, une bonne partie, ouais. Euh, il y avait une question sur la consommation électrique de la pompe à chaleur.
par rapport à un radiateur électrique ou une chaudière gaz. Mhm. Ouais. Alors, bien entendu, par rapport à un radiateur électrique, alors il faut savoir que la pompe à chaleur est munie d'un système frigorigène, donc un système thermodynamique, qui fait qu'en fait, on parle plutôt de COP, de coefficient de performance de la pompe à chaleur. Alors, si elle a un COP, donc un coefficient de performance égal à 3, ça veut dire que pour un, 1 kilowattheure de soutiré au réseau électrique, ça va, ça va vous donner 3 kilowatts de puissance de chauffe. Donc en gros, par rapport à un radiateur électrique, c'est vrai que voilà, on peut sensiblement diminuer de moitié, au moins de moitié, sa note par rapport à un équipement fonctionnant à effet Joule, comme un radiateur classique. Ouais, et par rapport à une chaudière gaz, si on part juste en consommation, donc en énergie, en fait, on va encore plus économiser de l'énergie par rapport à une chaudière gaz parce que les chaudières gaz, on est un peu en dessous, en général, on est à 90-95% selon si on est sur une condensation ou pas. Donc voilà, c'est sensiblement pareil qu'un radiateur électrique. Donc en termes de consommation pure, on va dire que la pompe à chaleur, elle va consommer à peu près 2 fois moins d'énergie, 2 à 3 selon la période, qu'un radiateur électrique ou qu'une chaudière gaz. Par contre, après, si on compare en termes de prix, ben là, forcément, le gaz étant moins cher que l'électricité, voilà, ça, après, ça va dépendre des variations des prix. Mais voilà, il faut savoir que voilà, c'est différent de comparer des consommations énergétiques et après des coûts. Les coûts variant selon le prix de l'énergie et variant assez fortement. Donc voilà, si on compare une pompe à chaleur avec un radiateur électrique, là, comme c'est dans les deux cas, on consomme de l'électricité, le rapport entre la partie énergétique est le même que le rapport entre la partie financière au niveau des factures énergétiques. Par contre, si on compare par une chaudière gaz, rentre en compte le rapport entre le coût du gaz et le coût de l'électricité qui aujourd'hui est en faveur, enfin en faveur. En tout cas, le gaz coûte moins cher que l'électricité pour un kilowattheure produit. Voilà, effectivement, le prix du gaz est moins élevé que l'électricité, mais à cela, il faut mettre en face le fait qu'il y a des aides financières qui sont importantes pour les pompes à chaleur, par exemple, et savoir que effectivement, voilà, la pompe à chaleur fonctionne à l'électricité, la chaudière au gaz. Le gaz est moins cher que l'électricité, mais c'est contre. Voilà, il y a le fait que la pompe à chaleur, voilà, le fait qu'elle ait un coefficient de performance de 3, par exemple, eh bien, ça réduit d'autant plus la note par 3 en Oui, oui, bien termes sûr. de consommation électrique. Donc, c'est pas négligeable. C'est ça. Donc là, en fait, le principe, le rendement très performant de la pompe à chaleur compense la différence de prix et ça reste plus Exactement. économique d'installer une pompe à chaleur, enfin en tout cas de faire fonctionner une pompe à chaleur que de faire fonctionner une chaudière gaz. Après, voilà, l'écart, pour faire des calculs vraiment réels, le problème qu'on a, c'est que les coûts sont assez variables, les rendements sont aussi assez variable dans le temps, et donc c'est un peu compliqué de dire ça consomme 2,3 fois moins ou 3,2 fois moins ou 1,2 fois plus, etc. Mais en tout cas, ça consomme moins avec une pompe à chaleur qu'avec qu'une chaudière gaz. Une question sur le prêt à taux zéro, on va y répondre très rapidement. Il n'y a pas de condition de ressources hein, pour pouvoir en bénéficier, hein. Ouais, c'est Sous ça, réserve de, voilà, votre banquier vous analysera bien entendu vos capacités de remboursement, mais voilà, il y a donc prêt à taux zéro, sans condition de ressources, juste contracter une assurance décès, invalidité
voilà, qui est pour tout crédit, voilà. Donc, pas de, pas de conditions de ressources pour mobiliser un prêt à taux zéro. Bon. Alors, on a une question sur existe-t-il des pompes à chaleur RO françaises, je pense, en fabrication française, européenne. Oui. Alors, j'ai pas bien compris la question. Je pense je pense que la question c'est existe-t-il des pompes à chaleur RO qui sont fabriquées en France, fabriquées en Europe ou voilà qui ont Oui. un. Oui, alors sans faire de la publicité hein, et en toute, enfin, ce qui me vient à l'esprit et en toute neutralité, bon, si on prend des marques internationales comme Daikin, Hitachi, bien entendu, ce sont des marques qui sont conçues à l'étranger. La seule marque reconnue qui qui assemble encore en France des composants qui peuvent venir de l'étranger, c'est la marque Atlantique, qui est basée dans le nord de la France, voilà, qui a le mérite, entre guillemets, d'assembler des pompes à chaleur, hein, même si les composants électroniques viennent de l'étranger, eh bien, voilà, c'est le seul, je crois, fabricant recensé en France. Mais Ok, après, je comme je vois vous dis, hein, que. que vous preniez n'importe quelle marque, Daikin, Hitachi, Mitsubishi, pour les plus connus, Atlantique, toutes ces marques, en fait, faut pas se leurrer, hein, tous les composants électriques, c'est tous les mêmes, hein. Après, c'est la conception de la machine qui diffère, mais pour tout ce qui est composants électriques, voilà, c'est du même acabit, hein, bien entendu, hein. Je vois que RVP du coup lève la main. Je sais pas si moi je peux pas lui donner la parole, mais je pense que tu peux peut-être donner la parole. Oui, alors, Ouais, c'est bon, je crois. Oui, vous m'entendez? Très bien. oui, Oui, je voulais juste prendre la parole parce que j'ai du mal à l'écrire. En fait, est-ce qu'une pompe à chaleur, c'est bête ma question, mais est-ce que ça chauffe vraiment ou ça tempère quoi? C'est-à-dire que voilà, si on a froid et oui, oui, je vois votre question, monsieur. Alors, ouais. on va comparer une chaudière gaz avec une pompe à chaleur RO. Mm, Il faut savoir que la pompe à chaleur, il y a une plus grande inertie par rapport à une chaudière gaz. ok. C'est-à-dire que la chaudière gaz, elle est en capacité de chauffer en une demi-heure, elle peut chauffer votre logement. La pompe à chaleur, elle, nécessite bien entendu un temps plus long de par son mode de fonctionnement Mm, via un circuit thermodynamique. mm, Il y a un fluide frigorigène. Et donc, du coup, tout ça, ça nécessite un temps de chauffe un petit peu plus important que pour les chaudières classiques qui fonctionneraient au fioul ou au gaz. C'est indéniable. Mais par contre, Est-ce pour que ça... répondre à la question, une fois que le système fonctionne, après, enfin fonctionne une fois, on va dire le petit temps Oui, de oui. démarrage, après, la pompe à chaleur va pouvoir produire de l'eau à la même température qu'une chaudière gaz ou qu'une chaudière fuel. d'accord. Surtout si elle est à haute température. Oui, Voilà. Après, j'entendais au démarrage, bien entendu, hein, lorsqu'on voilà. remet en chauffe, il y a forcément, voilà, il y a une inertie un petit peu plus importante pour les pompes à chaleur que pour les chaudières fonctionnant aux énergies fossiles. Mais bien sûr, bah, les pompes à chaleur peuvent fournir de l'eau à haute température. Après, c'est comme on disait un peu tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin en fonction de éventuellement de l'isolation qu'on a fait si c'est un projet de rénovation globale, des radiateurs qu'on a, est-ce qu'on a besoin de mettre en place une pompe à chaleur haute température qui va pouvoir chauffer de l'eau à 60 ou plus? Et dans ce cas-là, elle pourra chauffer cette eau-là, elle aura un rendement plus faible, mais elle pourra chauffer de l'eau à 60 et vous pourrez avoir le confort d'avant, entre guillemets, sans avoir fait de travaux, enfin travaux d'isolation. Ou alors, en ayant fait un projet un peu global, en ayant isolé son logement, on n'a plus besoin que de l'eau à, je sais pas, 40, 45, 50 degrés. Et là, dans ce cas-là, on va pouvoir mettre une pompe à chaleur moyenne température ou basse température qui va avoir un rendement très intéressant et qui va chauffer de l'eau à la température dont on a besoin pour avoir une température ambiante confortable. Oui, à la volée. Alors,
On a une question également sur un prix d'une PAC pour une maison mitoyenne de 80 mètres carrés. Oui. Alors là, clairement, pour 80 mètres carrés, si vous êtes correctement isolé, on peut envisager la pose d'une pompe à chaleur avec une puissance de l'ordre de 6 à 8 kilowatts de puissance. Et on peut effectivement obtenir des pompes à chaleur de l'ordre de 8 à 10 000 euros. Effectivement, on peut partir sur ce type de prix pour des petites habitations, effectivement. Voilà. Surtout que voilà, si le logement est mitoyen, c'est que forcément il a un peu moins de déperdition, il a un peu moins de surface qui donne sur l'extérieur, puisqu'il y a au moins une partie qui donne sur un volume chauffé. Donc dans ce cas-là, bah, c'est intéressant, puisque toutes les parois qui donnent sur des volumes chauffés, forcément, ça réduit les déperditions. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On va vous laisser Voilà, encore. oui, voilà. N'hésitez pas. Alors, je vois que Moi, je- Monsieur Porno, oui, vous souhaitez vous exprimer, on vous écoute. oui, je voulais encore poser une question de manière audio, c'était plus simple Oui. qu'en chat. Euh, j'ai cru quoi, j'ai lu et tout ça sur les, mais je sais pas citer mes sources, sur les COP là, que vous appeliez le coefficient de performance. Si on avait une température extérieure trop froide, il se dégradait beaucoup. Alors, est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte dans nos climats du sud ou pas, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? On dit, voilà, la pompe à chaleur, c'est très bien quand il fait pas trop froid, mais quand il fait trop Ouais. froid, en fait, c'est l'électricité qui prend tout et ça baisse les performances. Alors, Qu'est-ce que vous dites de ce genre de discours? effectivement, alors, Voilà. pour les pompes à chaleur, il y a des modèles de type, des derniers modèles japonais, les Ubadan, qui sont des pompes à chaleur qui peuvent fonctionner correctement jusqu'à moins 25 degrés. Alors, vous imaginez bien qu'on n'a pas ce genre de température euh, voilà, sur le pourtour méditerranéen. Donc, généralement, alors, le principe étant que forcément, le, le coefficient de performance et l'efficacité de la PAC sera moins bonne si les températures extérieures sont basses, effectivement. Mais clairement, on peut, on peut rester sur voilà, même des températures légèrement négatives, 0 degré. La, la, la pompe à chaleur va se suffire à elle-même, hein. Donc, D'accord. clairement, ça va bien fonctionner. Ouais. Alors, par contre, il y a un élément essentiel que je voulais vous communiquer, c'est que généralement, ces pompes à chaleur sont également équipées au cas où, pour pallier l'insuffisance du système thermodynamique, eh bien, ces pompes à chaleur sont munies de résistance électrique pour apporter le complément de chauffe, si vous voulez. Donc, on peut aisément, euh, quelque part, sous-dimensionner un peu la pompe à chaleur. C'est-à-dire que j'ai besoin de 10 kg de puissance. Eh bien, je peux me permettre de sous-dimensionner ma pompe à chaleur à 80% par rapport à mes besoins. Ah, Euh, je précise à mes besoins lorsqu'il fait le plus froid dans l'année. oui, ouais, voilà, c'est ça, en plus. Donc, exact, par rapport à une température de base. Donc là, effectivement, mais il faut savoir que par rapport à une température la plus basse, mais forcément, ça arrive pas fréquemment, et donc automatiquement, la pompe à chaleur, eh bien, se contentera assurera les besoins, même si elle est légèrement sous-dimensionnée par rapport aux besoins et aux déperditions du logement. D'accord. Ouais, Et- en complément, ce qu'on peut dire aussi, c'est que oui, le coefficient de performance qui est indiqué, donc le COP, alors maintenant on voit plus l'efficacité énergétique saisonnière, mais le COP, effectivement, il est mesuré pour une température extérieure de 7 degrés.
Donc effectivement, quand la température extérieure est plus froide que 7 degrés, le COP diminue, donc le rendement, on va dire, diminue un petit peu. Après, comme disait Jérôme, il diminue selon les fabricants, selon les machines, il diminue plus ou moins. Mais on arrive quand même à avoir des rendements intéressants. Et du coup, aujourd'hui, pour être un peu plus clair, souvent on voit ce qu'on appelle le SCOP, donc le SCOP, le SCOP, le coefficient saisonnier, qui normalement tient un peu plus compte justement de la modification du COP selon la température extérieure et qui est plus fidèle à une consommation, enfin, à un rendement saisonnier théorique. Donc avec le scope, normalement, on est plus sur des performances, on va dire, tout au long de l'année. Euh, et, euh, et voilà. Et oui, donc, du coup, l'appoint, effectivement, il est là en cas de problème, en tout cas en cas enfin, si la pompe à chaleur ne fournit pas la puissance nécessaire, ce qui peut arriver si elle n'est pas forcément dimensionnée à 100% et les quelques jours où il va faire le plus froid, il y a quand même un appoint qui est prévu. Et donc, de ça me vient une dernière question. Quel est l'intérêt pour vous d'une chaudière mixte gaz? Moi, je suis déjà au gaz aujourd'hui, là, mais que gaz, et une mixte gaz pack. Alors, oui, alors, sachez pour votre information, pour les pompes à chaleur hybrides, si vous voulez opter pour cette solution, alors nous, on estime que ces types de solutions sont plus adaptés aux régions septentrionales et les régions de l'est de la France, où on a périodiquement des températures négatives. Et donc, l'appoint gaz peut être pertinent. Après, force est de constater que dans nos régions très tempérées, Oui, euh, il n'y a pas il n'y a pas la d'intérêt. pertinence Mhm. de recourir à cette technologie. Néanmoins, si vous avez, par exemple, un abonnement, ce qu'on appelle un abonnement EJP, c'est-à-dire que Oui, euh, ouais, je vois ce que c'est. Ouais. une vingtaine de jours, 20 à 25 jours par an, notamment les périodes les plus froides, le prix de l'électricité flambe énormément. Enfin, sur 25 jours, Mhm. le prix au kilowattheure est très élevé. Ça, c'est le principe de l'EJP. Du Et tarif Oui. pour tempo, les tarif autres tempo jours de aujourd'hui. l'année, pour les autres jours de l'année, le Mhm. prix de l'électricité est beaucoup moins important. Donc, en gros, certains particuliers optent pour cette solution hybride en utilisant l'équipe de 340 jours l'année, la pompe à chaleur en mode électrique et les 20 jours où l'électricité est très coûteuse, eh bien, ils basculent sur le gaz. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas si ça a Ouais. répondu un peu à Si, votre si, question. si, si, merci de la réponse. Merci Très de la bien, réponse. très bien. Alors là, on vous laisse vous exprimer. Vous pouvez activer votre micro si vous avez des questions complémentaires à nous poser. N'hésitez pas. Plus de questions? Question, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Propriétaire de deux appartements sur le centre-ville d'Aix-en-Provence. Je suis propriétaire non occupante, donc Mm. je des appartements. Et les deux appartements sont équipés avec des chaudières gaz. Et je voulais savoir quelle était la possibilité au niveau des radiateurs électriques. Est-ce qu'il y a des radiateurs électriques performants? Pourquoi? Parce que un des appartements est en centre-ville historique et c'est un tout petit immeuble dans lequel, de toute façon, il n'est pas du tout possible d'installer les dispositifs dont vous parlez et non plus froid-chaud, voilà. Kim, ouais. Une clim, ouais. Clim, pardon, Clim oui. réversible. Oui, donc le choix se porterait uniquement sur euh, la pose de radiateur électrique. C'est bien ça? Pas d'autre possibilité, oui. Comment? Je ne vois pas d'autres possibilités et je Ouais. voulais maintenant, il existe des radiateurs électriques performants qui puissent améliorer effectivement le- la consommation d'électricité pour les locataires.
Ouais. Alors, en premier lieu, comme on le rappelait en tout début de webinaire, la première règle, c'est aussi évaluer l'efficacité énergétique de votre logement en termes d'isolation. Ça, c'est la première recommandation. Donc, si vous avez des chaudières gaz qui sont, alors je sais pas, elles sont anciennes ces chaudières? Dans les appartements, elle a été installée en 2014 et pour l'autre, je l'ignore. J'ai acheté en 2015 et elle était déjà là. Ouais, d'accord. Donc, essayez de voir déjà dans un premier temps, voilà, s'il n'y a pas des actions d'isolation en vue d'améliorer un peu l'isolation, en première des choses, de permettre à vos locataires de faire des économies d'énergie, en premier lieu. Après, effectivement, s'il n'y a pas d'action d'isolation à réaliser, vous pouvez opter effectivement pour des radiateurs. euh, alors, le prix moyen des radiateurs chaleur douce ou à inertie, ça tourne aux alentours de poser entre 400 et 500 euros. Pourquoi? Parce que, bien entendu, moi, je vous conseille d'investir dans des radiateurs performants, mais également intelligents. Intelligents pourquoi? Parce que voilà, si on a une régulation par exemple, où on a intégré dans le radiateur, on a intégré des détecteurs de présence ou des détecteurs d'ouverture de fenêtre. Le radiateur, il va se couper directement. Également, la possibilité euh, de, euh, de programmer. Alors, programmation hebdomadaire, mode ralenti, mode confort, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement de mettre le prix pour ce type de radiateur. Mais effectivement, le choix d'un radiateur haute performance énergétique qui sont moins énergivores, mais également munis de fonctions avancées, telles que je vous l'indiquais précédemment, possibilité de les programmer ou de les piloter à distance, munis de détecteurs de fenêtres ouvertes ou de détecteurs de présence. S'il n'y a pas d'occupant, il va réduire la température ou se couper. D'accord. Ok. Je vous remercie. Et je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions de Ah, participants? après, juste pour rebondir sur ce que tu disais, j'émettrais quand même quelques bémols sur votre projet, enfin, sur ce qui vient d'être dit. Enfin, il faut faire attention quand même parce que même en mettant un radiateur électrique, on va dire performant à inertie et accumulation, vous risquez quand même de consommer, alors pas forcément plus d'énergie, mais en tout cas, ça risque d'être quand même assez coûteux parce que l'électricité, ça reste plus coûteux que le gaz. Et donc, ça va être compliqué de faire des économies financières en passant d'une chaudière gaz à des radiateurs électriques, même en ayant une régulation, une programmation, une détection de présence, etc. Donc, il y a ce problème. Enfin, il ne faut pas penser qu'en mettant des radiateurs même performants, vous allez faire beaucoup d'économies sur votre. Enfin, ils vont faire les locataires beaucoup d'économies sur la facture. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi au niveau de l'étiquette énergie. Parce que en mettant des radiateurs électriques, vous allez en général dégrader un peu l'étiquette énergie du logement. Et le problème, c'est que voilà, avec les interdictions de location, etc., c'est pas forcément une solution idéale dans ce cadre-là. On est bien conscient, c'est la raison pour laquelle je vais garder les chaudières à gaz Ouais, le moins possible. Mais ces chaudières sont vieillissantes, notamment une des deux, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été installée. Il y a eu en 2024 pardon, quelques petites réparations sur ces chaudières. Et si je dois les changer, il faut que je trouve une solution. Je ne vais pas réinstaller une chaudière à gaz. Donc, j'envisage des solutions pour le moment qui ne sont pas d'actualité pour les mois à venir. Enfin, je n'espère pas. hmm. Mais changer des chaudières à gaz par quoi alors que j'ai pas trop de possibilités en fait. Oui, c'est ça, on est d'accord. C'est ça que il y a les possibilités, on va dire les plus simples entre guillemets ou les moins mauvaises, c'est
radiateur électrique, mais ça sera pas la panacée, ça va pas résoudre on va dire le problème de l'étiquette énergie ou le problème de la facture énergétique. Je suis bien consciente de ça. Mhm. Oh, bah, comment fait-on? Voilà. Ouais, ça après malheureusement, nous on n'a pas de solution vraiment simple à mettre en œuvre dans ce cadre-là, quoi. Merci. Sinon, il y a effectivement la climatisation RR, climatisation réversible RR. Bon, après, il faudra voir si dans votre logement, il y a possibilité d'installer un groupe extérieur, puisque c'est ça la problématique de ce type d'équipement par rapport à des radiateurs classiques. C'est que Ouais. il faut avoir la place pour pouvoir mettre le groupe extérieur. Et quand on est en copropriété, il faut bien entendu avoir l'accord de la copropriété pour installer ce type d'équipement. Un On des a deux une question de... Oui, vous voulez rajouter? Sur un des deux appartements, je me suis renseignée pour mettre sur le balcon, ça ce serait possible, mais sur l'autre, il n'y a absolument aucune possibilité extérieure, oui, effectivement. Ah oui. Oui, oui, après, comme je vous dis, c'est soit on remplace à l'identique, on remet du gaz, ce qu'apparemment vous ne voulez pas faire. Et après, moi, on n'a pas de solution, hormis de vous recommander des radiateurs électriques. Bon, après, c'est vrai que par rapport à une chaudière gaz, ça risque de... Voilà, et c'est d'autant plus pénalisant si effectivement les chaudières gaz produisent de l'eau chaude sanitaire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est double service, la chaudière ou pas? Chauffage et eau chaude sanitaire, oui, c'est total. Comment? Oui, c'est chauffage plus eau chaude sanitaire, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Donc là, effectivement, il faudra aussi passer bah, la solution si vous abandonnez le gaz, c'est de passer au tout électrique. Il n'y a pas, selon la configuration du logement, on n'a pas trop de solutions. Hormis les radiateurs électriques classiques et le ballon d'eau chaude à accumulation. J'ai bien. Merci. De rien. Une question peut-être de Monsieur Lenoir qui puisse Oui, bonjour. s'exprimer. Monsieur. C'est Madame. non, c'est madame, c'est pas grave. Ah, madame, excusez-moi, C'est moi qui gère excusez-moi. la maison, en fait. Oui. Du coup, alors nous, on a une maison, on est sur Pertuis. Ça fait un moment que je me pose la question. Alors nous, on a une chaudière à fioul à bonne performance parce qu'elle a pas 10 ans, elle a 8 ans à peu près. Donc on a déjà fait des économies par rapport à l'ancienne quand on a emménagé. En revanche, elle est au fioul. Et on se posait la question de savoir à terme s'il fallait changer justement soit par comment dire, une PAC. Alors vous dites RO, RO, oui. voilà, Oui, c'est ça. qui serait plus simple à mon avis et moins cher. On a hésité avec un forage sol eau, Géothermique, ouais, sol-sol. qui serait Ouais. le mieux à mon avis, mais c'est une question de coût en fait. Et Ouais. après, j'hésitais avec les granules, une chaudière à granules ou alors un poêle, je ne sais pas trop. Et du coup, on est un petit peu perdu, et avec les techniques, et avec les aides. Alors là, j'ai carrément perdu. Et du coup, je voulais savoir quel est le process pour vous contacter, avoir des conseils, Ouais, bah, quel genre c'est ce que j'allais vous proposer, parce qu'effectivement, Voilà, dans votre cas, c'est totalement la situation où nous, on a un intérêt et une plus-value à vous accompagner. d'accord. En fait, C'est France Rénov', c'est ça? France, c'est ouais, ça. Parce que moi, je suis perdue avec eux. comme vous êtes sur Pertuis, en fait, la structure, donc c'est la maison énergie habitat climat. Euh, Chez Pitaquina, ok. Et vous êtes je basé mets sur... sur Aix-en-Provence. D'accord, Je mets le numéro dans le chat, je sais pas si vous le voyez. Donc d'accord. 04 42 93 03 69. Ou alors le numéro, si tu peux le réafficher, Jérôme, de Allo Rénov Énergie, Ouais, ouais, qu'on bien a montré entendu. tout à l'heure. Dans les deux cas, vous allez tomber sur nous ou sur une personne qui va après vous orienter sur nous. D'accord. Et donc après, on pourra notamment Ça va prendre passer. rendez-vous et venir vous aider dans votre choix et faire une évaluation énergétique simplifiée Voilà, avec pour ça. voilà, des gens qui connaissent bien, parce que c'est vrai que c'est pas simple, hein. Et puis après, il y a une question de coût. Et après, c'est une maison quand même mitoyenne.
Du coup, voilà, moi, c'est la question que je me posais pour les pompes à chaleur. Moi, j'ai eu des retours où les gens se plaignaient que c'était bruyant. Donc, voilà, je sais. Du coup, on ne sait pas trop, en fait. Ouais, bah, on pourra discuter de tout ça D'accord. effectivement dans ce cadre-là et on pourra faire justement les différents scénarios en faisant une simulation avec une pompe à chaleur, une simulation avec un poêle, une simulation avec une chaudière et puis voir l'impact que ça peut avoir. Alors sur la partie bruit, on pourra pas simuler le bruit, mais Oui, en tout bien cas on sûr. pourra faire la partie étiquette énergie et consommation. Voilà, et comparer Euh, avec et puis l'espace. Parce qu'en fait, vous dites qu'il faut de la place pour les granules. C'est une solution qui me plaisait bien, moi. En revanche, c'est vrai que j'ai pas une grosse place. C'est une vieille maison qu'on a réhabilitée. Et on n'a pas beaucoup de place pour. C'est des gros stockages, en fait. hmm. Enfin, il faut venir voir. Et du coup, je me demandais si les sociétés comme qui livrent le fuel, en fait, se mettent au PL. Et est-ce que vous savez, vous, avec le recul, s'ils peuvent livrer mensuellement, par exemple, sur abonnement, ou est-ce que c'est mis en place? Vous savez pas trop ça, peut-être. Moi, ça, je sais pas sur la fréquence de livraison. Voilà, c'est des us et coutumes qui devraient, des pratiques qui devraient se développer, justement pour les gens, je pensais, qui peuvent pas stocker un an de PL, quoi, par hmm. exemple. Ouais, après, je pense que c'est possible. Après, peut-être pas sous la forme Ah, d'abonnement, mais en tout cas sous la forme de livraison, on va dire, de prise de rendez-vous, on va dire, rapprochée. ah ouais. Je sais pas s'il y a des abonnements ou comme un peu des contrats d'entretien. Alors, pas d'entretien, mais des contrats de livraison ou des choses comme ça. Euh, de toute façon, ça peut se négocier. En tout cas, ça peut se faire s'il y a une entreprise de livraison et si vous avez besoin de livraison rapprochée, ça peut se Non, mais comme formaliser, je j'avais pense, hein. l'expérience, voilà, c'était vous demander si vous saviez que ça existait ou pas, je sais pas. Ouais, J'ai jamais eu ce jamais cas eu cette. de livraison, voilà, de besoin de livraison très rapproché, mais à mon avis, ça doit pouvoir se résoudre sans trop de problème. Voilà, Voilà. c'était les questions. Ben, je vous contacterai du coup. Donc Ok. pour Vertuis, c'est Allo Rénov Énergie. Non, c'est Alors, Maison Énergie Habitat Climat. c'est ça, Sur ouais. Aix. Pour Ouais, Pertuis, plutôt. c'est effectivement la partie supérieure, donc c'est la maison énergie Ouais. habitat climat. Voilà. Euh, du coup, on va Très bien. clore Merci. ce webinaire. Merci à tous Voilà. pour Et votre voilà. présence. Et juste Moi, pour annoncer vas-y. les prochains, juste pour vous informer des prochains webinaires, des prochains événements. Donc, le webinaire prochain aura lieu le 6 mars. Donc, ce sera un focus sur les aides financières pour les propriétaires bailleurs en monopropriété. Et le 13 mars également, un focus complet sur les aides financières et ce qui va changer en 2025. Merci beaucoup à vous. De rien. Voilà, on tenait à vous remercier de votre participation. On reste bien entendu disponible si vous voulez d'autres informations. Le replay du webinaire vous sera communiqué d'ici une dizaine de jours, Par mail. une Ouais. semaine, dizaine de jours. Donc voilà. Et dans l'intervalle, donc on vous dit à très bientôt pour de futurs événements webinaires. Et on vous souhaite bien entendu une bonne et chaleureuse année 2025. Et on vous dit donc au prochain webinaire. Merci de votre participation. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.